sommes de retour sur Direct Investisseur avec en duplex Alexandre Baradez chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour à tous. Alors on va parler ce matin du CAC 40. Le CAC 40 qui avait ouvert en légère hausse, on était stable et là on est toujours dans le vert ce matin. Que recommandez-vous sur l'indice parisien ? Alors une tendance qui est relativement lourde sur les indices européens, qui va de pair avec ce qui se passe sur les marchés américains, qui ont largement décroché hier, qui devraient encore se décrocher dans les jours qui viennent. Et on voit que sur le CAC 40, il y a une zone qui sert de zone de test et d'impulsion baissière. Alors on est pour l'instant toujours un petit peu au-dessus de cette zone, qui est la zone des 5085 points. On voit que hier à l'ouverture, par exemple, on a eu un pic assez rapide, puis un enfoncement de cette zone de prix. On rebondit un petit peu ce matin à la fois sur le futur et sur le cash au-dessus de cette zone de prix. Et puis là, depuis quelques minutes, on commence à basculer à nouveau sous les 5100 points et on se rapproche des 5085 points. Donc je pense que si dans les minutes qui viennent, dans les heures qui viennent, on vient à nouveau chercher ce 5085, on peut encore avoir des aspirations par le bas, des ruptures baissières sur le CAC 40 et je pense que c'est des zones pour les scalpers qui sont intéressantes à exploiter, sachant qu'on fait toujours dans notre émission le parallèle entre ce qui se passe d'un côté sur les marchés US et la corrélation avec les marchés européens. Et évidemment que le retour très très net de la volatilité sur les marchés US a eu un impact hier et je pense aura encore un impact sur les marchés européens. Donc il faut être un peu plus prudent sur les indices européens qui ont déjà pas mal baissé par rapport à leur plus haut, ce qui n'est pas le cas pour les indices américains. Mais tant que les futurs US sont toujours plutôt à faire pression baissière et qu'en plus au niveau européen, on n'a pas beaucoup d'avancées très claires sur la Grèce ou peu de statistiques, comme c'est le cas aujourd'hui pour la zone euro par exemple, eh bien ces niveaux techniques, 5085 points, me paraissent des bonnes zones de test pour exploiter des cassures baissières court terme pour une trentaine, quarantaine de points d'intraday. Alors juste une chose, c'est que c'est vrai, les indices européens ont baissé hier parce que les marchés américains étaient aussi en recul. Cela dit, le CAC 40 n'a pas tant baissé que ça par rapport à l'indice anglais ou encore à l'indice allemand. Est-ce que vous pensez du coup que le CAC pourrait peut-être nous donner de bonnes surprises aujourd'hui ? Oui, alors aujourd'hui ce sera délicat. Imaginons que les marchés américains cet après-midi soient encore sous pression comme hier, que la volatilité bondisse encore de 15 ou 20%. J'imagine pas que les indices européens, à moins d'une nouvelle extraordinaire sur la Grèce, bondissent. Si vous voulez, je pense qu'il y aura toujours un phénomène de corrélation. En revanche, je pense que sur l'horizon quelques jours, quelques semaines, je pense qu'effectivement les indices européens ont déjà beaucoup purgé leur baisse, si vous voulez, ont déjà pas mal baissé. Et il ne faut pas oublier que pour l'instant, depuis notamment 2012, on est toujours dans un rallye haussier qui dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, va se poursuivre. Donc pour l'instant, on est surtout sur une phase de correction qui peut encore durer un petit peu. Et c'est ça qu'il faut essayer de travailler de la manière la plus prudente possible. C'est pouvoir exploiter ces phases de correction en scalp, mais ne surtout pas se faire piéger lorsque la tendance haussière va repartir. Et pour moi, à moyen terme, elle reste haussière cette tendance. Donc il faut être prudent dans ces phases d'accélération et se contenter, je pense, pour l'instant. Je serais beaucoup plus optimiste, par exemple, vous voyez, sur des pressions baissières sur les indices américains plutôt que les indices européens. Mais si ça se présente sur les indices européens, il ne faut pas s'en priver. Effectivement, je pense qu'il peut y avoir des phénomènes comme ça, court terme. Même s'il y a une bonne résilience, et vous l'avez dit, des indices européens qui est très net par rapport à ce qu'on a connu par le passé, à court terme, si ça décroche encore côté US, il y a des chances que ça décroche aussi côté Europe. Alors maintenant, on va passer au S&P 500, donc avec cette baisse qu'on a eue hier sur l'indice américain. Aujourd'hui, donc, quelle est votre stratégie ? Alors clairement, pression baissière. Dans votre émission depuis plusieurs semaines, on a la même stratégie, c'est-à-dire qu'on ne croit pas au retournement aussi, ou en tout cas à l'accélération haussière des indices. On a vu que le S&P, par exemple, si on parle de lui, et vous l'avez peut-être à l'écran au moment où je vous parle, on voit bien qu'on est resté pendant 3 mois dans une zone relativement flat, pas flat, mais assez consolidante, assez latérale. On a une sortie par le haut un petit peu au-dessus de 2120 points. On voit qu'on a resté une dizaine de jours dans cette zone de prix sans accélérer très fortement. Et hier, l'indice a réintégré la zone dans laquelle il est resté pendant plus de 3 mois. Ça, c'est éminemment et évidemment un signe parfaitement négatif. La volatilité qui jaillit de quasiment 20% en séance, évidemment que c'est un signe très clair pour moi de réintégration d'une zone. Et je pense qu'il y a peu, sur ces bases actuelles, et quand on voit sur quoi le marché réagit, d'autant plus flagrant, qu'il y a peu de chances qu'on rebondisse à nouveau dans la zone de prix actuelle. Donc je pense que ça devrait plutôt poursuivre à la baisse encore côté US. Je pense que le S&P est parti dans les heures qui viennent, ou dans cette semaine en tout cas, pour aller chercher des retracements anciens, la zone de 2087 points, 2070 points. Je pense que ces zones vont être retestées dans les jours qui viennent.
Et ce qui me fait dire ça, si vous voulez, c'est le comportement sur les statistiques qu'on a eu hier. Deux très bonnes statistiques, les indices de prix pour les ventes de logements, l'indice Case-Shiller sur le mois de mars en annualisé, plus 5%. Les prix donc progressent toujours côté US et ça va de pair avec des ventes de logements neufs qui progressent également. Pourquoi des indices baissent quand les statistiques sont bonnes? Parce que les marchés sont évidemment conscients que plus les chiffres sur le chômage, l'immobilier ou l'indice des prix sont bons, plus le risque que la Fed augmente ses taux deuxième trimestre, peut-être troisième trimestre, va augmenter. Et donc, c'est plutôt baissier pour les indices et ça a d'ailleurs propulsé le dollar par rapport à plusieurs devises majeures sur des plus hauts récents. Donc, c'est clairement un signe d'aversion de la part des investisseurs parce que les chiffres sont bons et qu'ils redoutent une hausse de taux de la part de la Fed. Alors justement, oui, Alexandre, effectivement, la semaine dernière, on a eu aussi Janet Yellen qui a un petit peu douché les espoirs des investisseurs en annonçant qu'elle allait relever les taux quoi qu'il arrive en 2015. Et maintenant, alors est-ce que vous pensez que ce phénomène où les bonnes statistiques américaines finalement entraînent un repli du marché, est-ce que vous pensez que ça peut durer encore plusieurs séances et même plusieurs semaines? Oui, je pense, et je pense qu'en plus, les mauvaises statistiques, donc les mauvaises qu'on peut avoir en parallèle, peuvent également impacter les indices. C'est-à-dire que les bonnes font baisser les indices, les mauvaises, elles, font baisser les indices. On l'a vu hier, par exemple, on a deux indices manufacturiers, faits de Dallas et faits du Kansas, je crois, deux mauvais indices d'affilée. Les indices ont encore baissé, si vous voulez. Et ça faisait suite à deux bons indicateurs, et la baisse avait commencé sur les bons indicateurs. Vous voyez, donc peu importe le scénario, je pense que par rapport aux extensions haussières qu'on a connues, il y a déjà des éléments purement techniques qui justifient ça, et puis cette macroéconomie qui est pas favorable en ce moment sur la question des taux, et vous l'avez dit, Yellen a été relativement claire, elle a encore qualifié les facteurs du premier trimestre, qui ont donc mis le PIB à plus 0,2% seulement, de transitoire, et par rapport à ça, il y aura une très bonne indication, une seconde estimation du PIB qui va tomber en fin de semaine, donc ça c'est évidemment un élément très important. Donc je reste clairement, sur le S&P notamment, que vous avez à l'écran, je reste clairement baissier, et je pense que la trajectoire moyen terme, on la voit bien sur des graphes hebdo, je pense qu'elle est faite pour retourner progressivement vers la zone de 2000 points, et aller chercher le bas du canal haussier qui porte les cours depuis quasiment 4 ans maintenant sur le S&P, donc clairement latéralisation puis correction vers les 2000 points. Alors on va passer maintenant à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui baisse depuis maintenant plusieurs séances. On est passé sous les 1,09, enfin on est passé sous les 1,010, on est à 1,09 maintenant dollar. Est-ce que vous pensez que le repli va se poursuivre sur l'euro-dollar? Alors la semaine dernière, on avait déjà un sentiment baissier sur l'euro-dollar par rapport à ce qu'on a décrit notamment sur Yellen qui arrive en fin de semaine, mais on avait déjà ce sentiment toujours de pression baissière sur l'euro-dollar, ça s'est confirmé ce début de semaine. Et au stade actuel, hormis des petits rebonds, si vous voulez, je n'imagine pas que l'on ait une inversion des forces en présence. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur la Grèce, à moins encore une fois d'avoir une très bonne surprise sur la Grèce, mais ça paraît assez peu probable, on voit bien qu'avec le calendrier de relèvement de taux de la part de la Fed, avec la BCE qui accroît la rhétorique sur le prolongement du QE jusqu'à l'échéance, et non seulement de la part de Draghi, mais des différents membres de la Banque Centrale Européenne, on voit qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui pour que cette trajectoire s'inverse. Donc, comment on peut travailler ça ? Pour les scalpers à très court terme, on voit que la zone des 1,087, 1,088, cette zone a tenu bon pendant plusieurs heures. On a une espèce de bottom qui se forme à court terme et on repasse ce matin au-dessus des 1,09. Donc je pense que pour ceux qui jouent la baisse jusqu'à présent, c'est des niveaux sur lesquels, si on scalpe sur quelques journées, il ne faut pas hésiter à faire des pauses. Quand on voit que ça ne passe pas sur un support, que ça repasse au-dessus d'une zone 1,09, un chiffre rond, il faut alléger. Si en intraday, demain ou après-demain, peu importe, mais si on commence à retaper cette zone des 1,088, 1,087, là je pense qu'on a à nouveau une belle opportunité qui va se présenter. Pour aller taper, vous le voyez à l'écran, il y a des petits supports intermédiaires qui se trouvent quelques dizaines de points en dessous, mais je pense que in fine, ce que le marché va aller rechercher à horizon quelques semaines, c'est le gros support oblique, vous voyez, qui est tracé en rouge sur le graphique, qui part des points bas de mars-avril notamment, et je pense que ça c'est un des objectifs que l'euro va chercher à toucher par rapport au dollar, et je pense que cette force dollar, on devra encore la voir par rapport à la livre également, par rapport au yen notamment, qui est remonté hier sur des plus hauts de plus de 7 ans notamment, donc on sent bien que le dollar index, le dollar pousse, et il y a peu de raisons pour l'instant qu'on ait une inversion à court terme, donc je pense que hormis des rebonds, si vous voulez, plutôt techniques, je pense que la tendance de fond globale sur l'euro-dollar, horizon quelques semaines, c'est retour dans cette zone des 1,06, 1,05 sur le gros support oblique rouge que vous avez à l'écran. Parfait, merci beaucoup Alexandre Baradez. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles indications, donc de nouvelles recommandations sur le CAC, le S&P et l'euro-dollar. Merci beaucoup, on marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.